Sans plus attendre, je vais appeler Monsieur Charles Gardou, donc anthropologue, professeur émérite à l'université Lyon-Lumière, Lumière Lyon 2 et auteur de plusieurs ouvrages sur le handicap dans notre société. Également président de la Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap, la FIRA. Et Monsieur Gardou, vous a publié récemment un livre qui s'appelle Une cité inclusive comme horizon. Si j'ai bien tout compris, vous évoquez comment notre capacité à inclure la différence et les vulnérabilités reflète finalement notre société. Et vous posez cette question, quel temps fait-il dans la société? Donc voilà, je vous retourne la question. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de vos mots d'accueil. Merci, madame, d'être le fil rouge de notre journée. Donc, bonjour à toutes et à tous dans cette très belle salle. Merci de votre très nombreuse présence. Et sachez que c'est donc un plaisir et un honneur d'être des vôtres aujourd'hui. Alors, un merci très particulier à madame Touvenot, qui est donc Collectif 35, auquel vous appartenez les uns et les autres. Merci beaucoup pour sa confiance. Je salue évidemment les personnes elles-mêmes concernés par la question qui nous réunit, leurs familles, les aidants. Nous sommes le lendemain de la journée nationale des aidants, qui concerne, dit-on, 8 à 11 millions de personnes, qui consacrent beaucoup de temps à accompagner des parents, des enfants, des conjoints, des proches, et souvent des gens qui le font très silencieusement et dont on ne voit pas la tâche très exigeante au quotidien, puisqu'on dit que souvent, un aidant sur 3, hein, est très affecté par ce qu'il fait auprès de la personne qui l'accompagne. Alors soyez assurés, mes amis, de mon entier soutien à ce que vous réalisez pour accompagner, les personnes en situation de handicap, défendre leurs droits, on va en parler, leur permettre de se réaliser dans un contexte corrosif, exigeant pour nous tous et encore plus pour eux, et ce que vous faites également pour épauler leurs proches. Alors ces personnes, leurs familles sont confrontées, il faut se le dire de nombreuses fois, à un destin qu'ils n'ont pas eu la latitude de choisir. Et nous savons, vous savez, que la vie est injuste. Le moment de la naissance étant un moment particulièrement inégalitaire. Et votre action solidaire est une manière de corriger cette injustice et d'empêcher que ces personnes, ces familles ne se sentent jamais tout à fait orphelines. Ainsi, vous œuvrez pour, je reprends le titre de la loi qui nous rassemble, pour l'égalité des droits, des chances, la participation, la citoyenneté des personnes en situation de handicap, selon ces termes, une loi dont nous commémorons le 20e anniversaire. Alors cet anniversaire dont je vais vous parler, cette loi, comme on me l'a demandé, se conjugue avec d'autres anniversaires, notamment les 50 ans d'une loi d'ampleur très consensuelle, celle de la loi signée par Simone Veil en son temps, loi d'orientation en faveur des personnes handicapées. Il y a 50 ans que cette loi était édictée. Troisième anniversaire qui se conjugue avec les deux précédents, ce sont les 15 ans de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l'ONU. La France, l'ONU l'a adoptée en 2006, la France l'a signée dès 2007 et l'a ratifiée début 2010. Alors un tel anniversaire s'apparente en quelque sorte à un rite de passage. Il célèbre un acte législatif qui est soumis au passage du temps, à l'épreuve du fonctionnement de notre société. Et comme dans tout rite, il y a donc un avant, un pendant et un après. Et ici, l'avant correspond à ce qui a été initialement voulu. Le pendant, c'est la confrontation au réel de nos sociétés qui bouscule ce que l'on pensait acquis parce que c'était écrit. Et puis l'après, c'est ce qui ouvre sur de nouvelles perspectives, compte tenu de l'expérience acquise, et c'est voué à être transmis.
Alors, contrairement à une fête à caractère très ponctuel, ce rite amène à réfléchir sur la signification de ce que la loi a généré, de ce qui doit être réactualisé et à l'horizon vers lequel cheminer ensemble dans une optique de cohésion sociale. Et c'est tout cela qui confère une signification à cet anniversaire. Alors, je vous propose d'y réfléchir à partir de quelques questions qui jalonneront mon propos. Peut-être que je n'épuiserai pas compte tenu du temps imparti. D'abord, se demander pourquoi cette loi était-elle nécessaire et était-elle nécessaire au moment où elle a été réalisée. Quels en sont les fondamentaux? Quel bilan peut-on tirer le plus objectivement possible? Il ne s'agit pas de faire un procès, mais un bilan 20 ans après. Quels sont les enjeux prioritaires aujourd'hui pour susciter les évolutions espérées? Est-ce qu'une nouvelle loi est souhaitable? Que dire des concepts qui ont accompagné cette loi? On pense à transformation de l'offre, autodétermination, etc., etc. Et est-ce qu'il nous faudrait réinterroger le terme handicap lui-même? Alors d'abord, en quoi cette loi était-elle nécessaire? Alors permettez-moi de la situer d'abord d'un point de vue historique et culturel. Elle procède en effet d'une évolution d'ordre international qui excède de toutes parts nos frontières. Il faut la resituer dans un contexte beaucoup plus large. Souvenons-nous ensemble, en 1980, il y a eu une classification internationale du handicap, dite CIH, qui proposait une définition du handicap inspirée d'un modèle médical et fondée sur un triptyque. Alors le triptyque, c'est d'abord déficience. Alors ça renvoie à la dimension lésionnelle du trouble, du traumatisme, du syndrome, etc. Deuxième volet du triptyque, c'est l'incapacité, c'est-à-dire la résonance fonctionnelle de la déficience. Et le troisième volet, c'est le désavantage, c'est ce qui se vit en situation. Déficience, incapacité, désavantage. On voit bien tout de suite, si on fait simple, qu'il y a une centration sur la personne elle-même et sur ses manques, incapacité, désavantage, déficience. On est là sur les manques et sur la personne. Mais il y a, ça apparaît très nettement, un manque de soubassement anthropologique et politique. Ce modèle escamote les liens de cause à effet entre le contexte et le handicap. Il n'y a pas de lien entre les deux. Alors, 2 décennies plus tard, plus précisément en 2001, notre loi est intervenue en 2005. Il y a une nouvelle classification à l'échelle internationale qui s'appelle la classification internationale du fonctionnement humain, CIF, CIF, qui propose une synthèse entre les dimensions biologiques. Il ne s'agit pas de nier la dimension biologique. Hein. Un organe est touché, une structure du corps, ni une fonction psychologique, mais en même temps, on considère le social. Et on se met alors à définir le handicap, et j'espère que pour tout le monde, il en est ainsi, comme le résultat de l'interaction entre un problème qui touche le corps, l'esprit, la psyché, et des facteurs personnels, et en même temps des circonstances, des conditions de vie, et plus précisément des facteurs que l'on dit contextuels. Ce contexte, il nous est facile de le comprendre. Il est fait soit d'éléments qui facilitent la vie, soit d'éléments qui entravent la vie. C'est-à-dire qui augmentent les résonances d'une difficulté personnelle ou au contraire les diminuent. Quand Pascal Jacob propose un accès aux soins facilité, il n'est pas là, il n'intervient pas sur le plan médical, il intervient ensuite en disant quelqu'un qui est touché par une difficulté doit trouver des conditions de soins facilitées. Et on est véritablement dans cette vision. Mes amis,
Ce n'est pas une réflexion qui serait un peu surfaite. Elle est essentielle. C'est un changement majeur de point de vue parce qu'on ne réduit plus le handicap à une manifestation pathologique individuelle, mais on appelle un traitement de la société. Un traitement de la société. C'est-à-dire une société qui considère que la fragilité de certains de ses membres n'est pas que leur affaire, mais c'est un défi à relever collectivement. Le contexte et le regard collectif font partie du phénomène lui-même. Et c'est donc une question politique, au sens platonicien, aristotélicien du terme. C'est-à-dire, c'est une question qui concerne la communauté humaine à laquelle chacun appartient pleinement. C'est comme cela qu'il convient de positionner le problème. Pour ce de quoi on répond « je ne suis pas concerné ». Non, on peut ne pas être touché soi-même, dans son corps, dans son esprit, dans sa psychologie, mais on est tous concernés. En ce que le rapport mondial signé par l'OMS et la Banque mondiale, après un travail sur 4 décennies, a estimé qu'il y avait un humain sur 7 qui vivait peu ou prou une situation de handicap. Un humain sur 7. Ce n'est pas une petite population homéopathique qui circule sur le trottoir d'en face, ou sur la bretelle d'autoroute sur laquelle on n'est pas. C'est au centre de l'humanité. C'est au centre de l'humanité. Il y a donc un pas qui doit être franchi. Je veux dire, ce n'est pas une question des marges, c'est une question du centre. Parce que ils peuvent être fragilisés par une situation de handicap, mais nous le sommes tous par ailleurs. Et ce n'est pas de la poésie ou de la morale, c'est une réalité. Dans la mesure où dès qu'on advient au monde, on est déjà assez fragile pour mourir. C'est quand même quelque chose qui nous rassemble. L'illusion de la force nous sépare, cette fragilité nous réunit. Alors 30 ans après cette loi et ce changement de point de vue, hein, eh bien, on fait de la vie commune une priorité nationale. Et s'impose alors cette conception et l'intitulé même de la loi qui marque un moment dans l'histoire de la lutte toujours inachevée pour la liberté de chacun, pour l'égalité et pour la fraternité en acte. Parce qu'on est là autour du triptyque de notre République. Alors il est beau ce triptyque, mais est-ce qu'il vit réellement dans ces situations? Est-ce qu'il prend corps? Alors cette loi qui, pour la première fois, concernant une loi du handicap, utilise le mot droit, hein, vise donc un plein exercice de la citoyenneté par un accès équitable au patrimoine humain. Mes amis, tout ce dont on hérite par naissance même, tout, nous tous, par nos devanciers, c'est un patrimoine commun. Ce n'est pas un patrimoine privatif. L'école n'est pas privative. Les espaces citoyens non plus. Or, combien de parents se demandent encore si l'école, pour eux, pour l'enfant en situation de handicap, pression qu'ils en demandent trop? Non, l'école, elle est patrimoniale, elle est à tous, elle est un droit d'enfance, quels que soient les aléas de la naissance ou du cours de la vie. Les espaces citoyens aussi, l'accès à la culture aussi. Mais ceci doit être dit et redit dans la mesure où nous vivons un monde où certains s'imaginent qu'ils ont une propriété. Parce qu'ils ont un enfant qui va bien, l'école serait plus à eux. Non, elle est à tous. Elle est à tous. Donc chacun qui n'est pas doté, hélas, des mêmes possibilités de se déplacer, de parler, d'entendre, de voir, de comprendre, eh bien cette cité, elle doit être accommodée au nom du principe de non-discrimination, de participation à la vie économique, communautaire, sociale, civique. On n'a pas à se demander, nous n'avons plus, mes amis, ensemble, à nous demander, est-ce que eux, ça les intéresse? Ce que nous voulons pour eux, pour nous,
faut le vouloir pour eux. C'est ça la règle. Nous voulons nous éduquer, apprendre, participer à des loisirs. C'est la règle commune. Alors cette loi s'inscrit dans la lignée de tous les rapports, les recommandations des instances nationales ou internationales et nous demande donc de prendre des dispositions concrètes, hein, et non pas comme cela énoncées ou annoncées comme des principes concrètes pour le respect et l'application des lois dans cette direction-là. En cernant les obstacles, en planifiant des actions, en supprimant des écueils pour, justement, aller dans le sens d'une société. Alors, on utilise ce terme, moi j'utilise beaucoup ce terme, inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire? Là aussi, ce n'est pas une coquetterie de langage nouvelle ou un effet de mode. Ça veut dire que c'est une société qui s'oppose à toutes les formes d'exclusivité. L'éducation ne peut pas être une exclusivité pour ceux qui sont à peu près la norme. Les soins ne peuvent pas être une exclusivité pour ceux qui peuvent facilement se soigner. Non, c'est patrimonial. Il faut lutter contre toute forme d'exclusivité. Une société inclusive, c'est une société qui n'est pas exclusive. Voilà ce que ça veut dire. C'est pour ça que je n'utilise pas le terme inclusion, parce qu'il est mécanique. Il y aurait des gens dedans, parce qu'ils sont à peu près à la norme, et puis des gens dehors, qu'on imagine dehors, comme s'ils avaient une extériorité de nature, il faudrait mettre dedans. Mais si vous mettez en inclusion dans un dedans inhabitable, les gens sont exilés à l'intérieur. Donc c'est bien une société inclusive, hein. Et nous sommes dans cette logique-là, et c'est le sens de la Convention, qui est l'un d'ailleurs des 9 principaux traités internationaux des droits humains. Connaissez la Convention des droits de l'enfant en 89, je crois, il y a 36 ans. Vous connaissez la Convention sur le droit des femmes. Et ce sont des traités internationaux d'importance. Et dans cette Convention sur l'égalité des droits des personnes handicapées, la place première, et nous sommes donc en conformité avec cette Convention, elle est accordée aux facteurs environnementaux. La société n'est pas un donné, elle est un construit. Et donc, il faut la travailler. Et dans cette société accommodée, pour faire face à la diversité des visages humains, il y a quelque chose qui est premier, c'est l'inconditionnalité des droits. Les droits fondamentaux, affirmés et réaffirmés, eh bien, ne sont pas exclusifs à des personnes qui pourraient s'en saisir au détriment des autres. Ce sont des droits, ce ne sont pas des actes de compassion, ce ne sont pas des actes de charité. Des miettes de charité ne remplacent pas des droits, ne remplacent pas la justice. Et tout est quasiment dit dans l'article 19 de cette convention, qui ne fait que dire des choses, mais qu'on devrait penser seul, mais on a besoin de se les entendre dire. Les personnes doivent pouvoir choisir leur lieu de résidence ou avec qui elles veulent vivre et qu'elles ne soient pas obligées de vivre dans des milieux de vie particuliers, qu'elles aient accès à une gamme de services à domicile, de services d'accompagnement, pour leur permettre de vivre dans la société et de s'y insérer sans être empêchées ou être isolées. Donc cet article de la Convention dit tout ça, et cette vision politique, anthropologique, figure désormais dans nos objectifs, parce que, mes amis, on oublie une chose, c'est que cette Convention est juridiquement contraignante. C'est-à-dire qu'elle a primauté sur le droit. Et juste petite parenthèse, sans noircir le tableau, notre pays se fait rappeler régulièrement à l'ordre. Évidemment, on peut le mettre dans la poche avec le mouchoir dessus, et c'est quand même mieux d'être éveillé à ces rappels par le Conseil de l'Europe, par la défenseure des droits. Depuis 8 ans, le handicap est la première source de discrimination. Et donc, nous devons concrétiser ce qui est écrit par ailleurs. Alors, la loi elle-même, ça c'est le contexte, hein, un contexte très large. Hein. Et la loi elle-même, j'en viens à ses fondamentaux. Et je pense qu'on s'accordera volontiers. Cette loi, elle repose sur 2 fondamentaux. Je ne vais pas en faire une analyse de contenu détaillée, ce serait exigeant. Ces 2 fondamentaux sont indissociablement liés.
c'est-à-dire vraiment, ils s'enchevêtrent. Le premier, c'est l'accessibilité. Bon, quand on dit accessibilité, attention, mais vous ne le faites pas dans vos esprits, ne le réduisez pas à l'architectural, aux espaces bâtis. C'est le concept le plus large qui soit. Accessibilité à tout. Et pour tout, c'est-à-dire accessibilité au savoir, à la culture, à l'art, etc. Donc, l'accessibilité est la condition de la liberté. Là aussi, ce sont des mots si on ne se met pas soi-même en situation. Quand une société n'est pas accessible, je ne peux pas exercer mon droit à la liberté. Et c'est vrai en tout domaine. Hein, en tout domaine. Alors, quand on ne vit pas soi-même une situation de trop grande difficulté, on ne s'en aperçoit pas. On se dit, ce trottoir, il n'est pas très carrossable, mais je m'en sors quand même. Et les autres? Donc, c'est toujours cette question-là. Ce que je veux pour moi, il faut le vouloir pour eux. Et il n'y a pas d'exception à la règle. Deuxième des fondamentaux, la compensation. Alors, la compensation, c'est quoi? C'est le principe d'équité. Donner plus à ceux qui en ont besoin, et non pas l'inverse. Et non pas l'inverse. C'est ça l'idée de compensation. Il n'y a pas, mes amis, d'égalité sans équité. Le principe d'équité précède celui d'égalité. On a beau dire égalité, égalité, si vous n'êtes pas équitable, l'égalité est un leurre. Est un leurre, bien sûr. Et il n'y a pas d'autre voie pour parvenir à l'égalité. Si on n'est pas équitable, je le répète, il n'y a pas d'égalité. Alors, le premier des fondamentaux, donc, appelle l'accessibilité à une action sur le contexte, hein, y compris dans tous les cas, qu'ils soient physiques, qu'ils touchent l'esprit ou qu'ils soient d'ordre psychique. Et cette accessibilité n'invite pas simplement à réparer les pannes du social, mais profondément à travailler la patte de la société. Et ce, dans une perspective multidimensionnelle et universelle. Alors, quand on dit ces termes, c'est très compliqué, en fait, c'est très abstrait, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire faciliter un accès naturel, un accès libre, un accès équitable aux biens collectifs, hein, et c'est là que l'accessibilité prend toute sa signification. Accès équitable aux biens collectifs. Alors cela se traduit par des dispositions par rapport aux espaces, aux services publics, aux cadres bâtis, aux moyens de communication, hein, aux outils numériques, aux lieux petite enfance, aux soins, à l'art, à la culture, etc. Et sans rupture dans le continuum. Hein, c'est ça le défi, sans rupture dans le continuum. Et bien sûr, à l'éducation, œuvre première, s'il y en est dans une vie, et à l'emploi. Alors là, on va parler de projets personnalisés de scolarisation, hein. La loi ouvre, par exemple, à l'inscription de tout enfant dans l'établissement proche de son domicile. Sur le versant de la vie professionnelle, elle a renforcé par des sanctions augmentées l'obligation d'emploi de 6%, inclus le secteur public. Bref, des mesures donc, pour accessibiliser. Deuxième des fondamentaux, c'est l'obligation. Qu'est-ce que c'est la compensation? Hein, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'obligation de solidarité collective. Il n'y a pas de société qui existe sans ciment de la solidarité. Permettez-moi de dire qu'on est en train de vivre une sorte d'illusion en se disant qu'une société peut être faite de juxtaposition d'individualisme et de communautarisme. C'est évidemment illusoire. Une société, elle tient par sa solidarité, par sa solidarité. Et donc, dans le sens de la solidarité collective, on a mis en place un droit à la compensation qui se traduit par ce qu'on appelle la PCH, la prestation de compensation du handicap, qui englobe, sur la base d'un projet personnalisé, des aides de toute nature, en prenant en compte l'entourage de la personne. Et les MDPH, guichets uniques créés dans chaque département par la loi, ont vocation d'évaluer les besoins, d'ouvrir des droits à la réalisation, dans le sens de la réalisation de ce projet de vie. Ça, c'est les fondamentaux. Je résume, je synthétise à travers ces deux termes, accessibilité et compensation. Alors, quel bilan maintenant faire 20 ans après?
Donc, ce 20e anniversaire a donné lieu, évidemment, à plusieurs missions chargées d'établir un état des lieux. Il y a une mission parlementaire qui a été confiée à notamment Sébastien Pétavy, lui-même en situation de handicap, et Christine Le Nabour, qui a été publiée, me semble-t-il, au début juillet dernier, que vous pourrez trouver, et qui déplore une logique encore ségrégative, hein, et qui dessine les contours d'une désinstitutionnalisation. J'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième rapport qui a été confié à des sénateurs, Chantal Dessaigne, Marie-Pierre Richer et Corinne Ferré, qui a été remis beaucoup plus tôt, hein, en février, et qui souligne, elle, la complexité des règles et des démarches. J'y reviendrai aussi. Ensuite, il y a eu des travaux du côté du Conseil économique et social, à travers ce qu'ont pu faire Amélie Le Fur et Jérémy Borroy. Bref, il y a eu des rapports et des études. Mais par-delà leurs conclusions, que peut-on dire quand on le croise avec des études précédentes et des rapports existants? Je le dirais comme ça. Si les objectifs de la loi sont pertinents, accessibilité, compensation, et qu'ils sont en même temps louables, que constate-t-on? Et là aussi, il ne s'agit pas, je répète, de faire un procès, mais simplement de mettre le regard sur ce qu'il faut corriger. Parce qu'effectivement, on peut se rassurer, mais si on ne voit pas ce qui a amélioré, ça ne pourra pas s'améliorer. On constate en tout domaine une mise en acte défaillante. Défaillante. J'utilise ce terme. Pourquoi? Parce que par manque de ressources humaines ou matérielles, hein, mais pas seulement, à cause d'un calendrier qui n'a pas été respecté. Songez au délai de contrainte de 20 ans sur la mise en accessibilité, ensuite un détricotage, et ensuite on renvoie ça plus tard. Pour cause aussi de moyens d'évaluation et de contrôle qui n'apparaissaient pas à la hauteur des ambitions. Évidemment, les lois doivent être conçues, elles doivent être ensuite proclamées, mais ensuite elles doivent être suivies et contrôlées, évaluées. Il y a eu un manque de moyens au niveau de ça. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? L'effectivité des droits se trouve mise à mal par le défaut d'accessibilité. Droit de tous, mais comme il y a défaut d'accessibilité, ces droits ne peuvent pas s'exercer. Or, cette question n'a pas été considérée comme il se devrait par les pouvoirs publics, enclins souvent à s'en tenir à des déclarations de principe. Et les dérogations initiales qui étaient prévues dans la loi, comme celles surajoutées par la suite, ne se justifiaient pas. Je songe notamment à l'accessibilité du cadre bâti et des transports par l'ordonnance de septembre 2014 et 4 ans plus tard à l'article 64 de la loi Elan qui ont compromis tout ça. Hein. Et les règles d'accessibilité méritaient au contraire d'être accentuées et universalisées en réinterrogeant notamment le sens et l'usage du concept d'aménagement raisonnable. Mes amis, il y a des chiffres qui sont un peu pénibles à entendre. Aujourd'hui, un espace ou établissement sur 2 recevant du public, ce qu'on appelle un ERP, reste encore inaccessible. La loi de Simone Veil avait considéré cette question de l'accessibilité. Celle de 2005 l'a accentuée. Un enfant qui est né lors de la loi Veil a 50 ans aujourd'hui. Et un établissement sur 2 recevant du public reste inaccessible. Donc, je ne juge pas, parce qu'on est tous coupables et responsables de ce qui se passe dans une société et, comme disait Dostoïevski, moi le premier. Mais il faut constater cela. Ce qui prime, c'est bien l'action sur le contexte pour le rendre propice à tous, afin de ne priver personne de bénéficier du capital collectif et des droits humains qui lui sont attachés et qui ne sont l'exclusivité de personne. Cette règle doit être traduite en actes. Les droits qui appartiennent à tous doivent s'exercer pour chacun. Et donc, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on a fait pour mettre en place des plans inclinés, qu'ils soient architecturaux, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient éducatifs, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient culturels,
sans jamais oublier que ces plans inclinés qui sont profitables pour les uns sont bénéfiques pour tous. Et ça, c'est pas passé dans les esprits. On voit encore la question du handicap comme un particularisme. Mais c'est une manière de travailler la société, de la rendre plus habitable, plus humaine pour tous. Et là, il y a eu un défaut de passage à l'acte, pour des raisons diverses, je l'ai dit. Quant à l'effectivité du droit à la compensation, le bilan du collectif handicap, qui a été publié, que vous connaissez, c'est un collectif national qui rassemble des associations, il a publié ça en novembre 2024, montre que le droit à la compensation est entravé par des obstacles persistants, parmi lesquels, et ça ressort dans les rapports parlementaires, enfin, du Parlement et du Sénat, par la complexité des démarches. Or, on visait moins de complications. Mes amis, quand on ne vit pas soi-même en situation de handicap ou qu'on n'accompagne pas un proche, on n'en mesure pas la profondeur de cette complexité. On n'en mesure pas la profondeur. On ne mesure pas le nombre d'insomnies liées à la complexité de toutes ces démarches, quelquefois trop déshumanisées. Hein. Alors, il y a des obstacles permanents, il y a une complexité, il y a une minoration des besoins réels, hein. Il y a des disparités territoriales. Hein. La France est diverse. Hein. Ce qui se vit ici se vit différemment ailleurs. Et dans nombre de lieux, il y a une difficulté à accéder à la gamme complète des services d'accompagnement. Et cette complexité, cette difficulté, est augmentée par un excès gestionnaire. Hein. La personnalisation, hein, ne parvient pas partout, je dis bien partout, à supplanter la catégorisation. Mes amis, plus je travaille plus sur ce thème, plus je me dis qu'il y a des ennemis, ce thème, ces ennemis parmi lesquels il y a la catégorisation. Les sourds, les aveugles, les autistes, les personnes handicapées, etc. Il n'y a pas de visage quand on catégorise. Il n'y a que des dossiers qui se ressemblent. On ne peut pas voir le visage quand il est enfermé dans une catégorie. Et il y a là urgence à se dire qu'il n'y a pas de réponse adaptée hors du visage. Vous savez, Colette, l'écrivaine, disait le visage fut toujours mon plus grand paysage. Et c'est vrai ici, c'est le plus grand paysage à considérer. Et les personnes concernées n'attendent pas des propositions standardisées ou catégorisantes. Évidemment, et je répète, ce que nous voulons pour nous, il faut le vouloir pour elles. Elles attendent des réponses ajustées. Elles ne sont pas des abstractions. Elles peuvent se réaliser à leur mesure dans un projet. Alors on se dit, mais notion de projet de vie est révolutionnaire pour eux. Mais pas beaucoup, non? Est-ce que nous ne voulons pas nous-mêmes réaliser notre projet de vie sans se le faire dicter ou être enfermé dans une catégorie de projet de vie? Donc ce qu'on est en train d'avoir l'air de découvrir pour elles, il y a longtemps que chacun le souhaite et le désire pour soi. Et il y a, concevons-le ensemble, des rigidités qui sont des empêchements. Quand une maman fait des démarches, je dis, mais votre enfant, il n'entre pas dans cette case, ni dans cette case, ni dans cette case, avec l'impression qu'il est donc incasable, parce que les cases sont formatées. Hein. Alors, on voit bien qu'ici, sans nier les progrès accomplis, et je ne suis pas de ceux qui les nient, nous avons à mettre l'accent sur ces manques, compensation, accessibilité, personnalisation, et que les discours convenus sur la simplification de la vie quotidienne des personnes en situation de handicap sont un peu en trop, on va le dire comme ça. Hein. Et on voit bien aujourd'hui que le champ qui nous préoccupe, hein, il faudrait être sourd pour ne pas entendre des cris d'alarme par rapport au sentiment d'abandon des personnels médico-sociaux. Dans les établissements, il faut être très loin de ça pour ne pas les entendre. Donc nous avons à nous ressaisir et ces manquements proviennent d'un conflit entre l'intention qui est belle, l'intention, le discours et l'action.
on ne dit pas clairement ce qui est visé et on ne fait pas clairement ce qui est annoncé. Et donc, cela crée des formes de désespérance dont on n'entend pas toujours l'ampleur. Hein. Alors, quels sont les enjeux aujourd'hui prioritaires pour susciter les évolutions espérées? Parce qu'il nous dit il faut avancer par rapport à ça, mais que faire? Comment agir sur notre culture, sur notre société, sur celle qui nous façonne et que nous façonnons en retour? Alors, il me semble d'abord que si on veut faire avancer les choses, la loi ne suffit pas. La loi, elle saisit quelque chose à un instant T, mais elle ne suffit pas à elle seule. On l'imagine aisément. L'enjeu prioritaire, c'est l'éducation. Et c'est la condition des progrès sociaux, car l'éducation marche de pair avec l'évolution de la pensée. C'est l'éducation dès la prime enfance qui ouvre sur des avancées culturelles qu'aucune autre voie ne permet d'atteindre. Parce que l'éducation prévient des dérèglements, des représentations, des comportements, des pratiques des futurs adultes. Qui ne le sait parmi nous? Qui ne le sait parmi nous? Quelle que soit la loi, aussi épaisse soit-elle, elle ne peut à elle seule transformer les mentalités. Elle ne le peut pas. Elle ne peut pas vaincre à elle seule les résistances sans s'accompagner d'un investissement éducatif puissant. Et mes amis, même la manière de produire les lois, de les donner à comprendre et de les appliquer en dépend directement. Il y avait un homme rendu célèbre en Suisse, Henri Pestalozzi, qui disait « J'ai essayé en politique », parce qu'il était très préoccupé de la question qui nous réunit, « ça ne marche pas. Je faisais des discours, mais ça ne marche pas. Tout le monde les écoutait gentiment, mais ça ne marche pas. Je suis entré en éducation. » Il a créé des maisons d'éducation et il a dit « c'est la seule œuvre utile pour agir sur une société ». Or, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la loi? Bien sûr qu'on a donné le droit d'inscrire à l'école tout enfant en situation de handicap et que ça constituait un réel progrès. Alors qu'est-ce qu'on a constaté et qu'est-ce qu'on constate ensemble? Une augmentation substantielle du nombre d'enfants concernés. Nombre d'enfants en situation de handicap à l'école, c'est aujourd'hui multiplié par 3 par rapport à la loi. La loi est de 2005, mais ça a commencé vraiment en 2006. Alors, on ne saurait gommer ça. Il y a une augmentation quantitative, mais il nous faut nous pencher sur l'amélioration qualitative. Je reviens au visage. Les enfants, ce n'est pas des nombres, ce sont des visages. Et quand le législateur, d'ailleurs, hein, c'est assez astucieux de sa part, hein, il ne parle pas de scolarisation dans l'enseignement, dans l'école de proximité, mais d'inscription. Ce qui n'est pas une nuance anodine. Alors, qu'en est-il objectivement de ce processus voulu par la loi en termes d'adaptation de l'école, qui se veut inclusive, de formation des profs, de formation des personnels de tout niveau dans l'éducation nationale et, entre autres, les AESH? Qu'en est-il de la présence effective des enfants qui sont dits en inclusion scolaire? 2 heures? 12 heures? Quel temps, hein? Qu'en est-il de l'accessibilité pédagogique, de l'aide individualisée, des aménagements raisonnables? Qu'en est-il des langages? Qu'en est-il de l'accès à l'enseignement supérieur, à la mobilité internationale, etc., etc. Où en est-on comment dire, de la coopération entre éducation nationale et médico-sociale à des fins de mutualisation et de fin de la filiarisation des deux systèmes? Toutes ces questions doivent être posées aujourd'hui. Le nombre d'enfants en inclusion scolaire ne suffit pas à clore l'affaire. Nous avons des études quantitatives à faire à ce moment des 20 ans de la loi. Hein. Vous voyez d'ailleurs, on est très gêné par cette expression. Un enfant qui va à l'école
est scolarisé. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est ce qu'on dit, il est scolarisé. Or, pour les enfants en situation de handicap, on dit qu'ils sont en inclusion scolaire. Vous voyez, déjà, ça parle quelque chose. L'impression que certains enfants, naturellement, peuvent profiter de ce patrimoine, et l'autre, ils y sont, mais ils sont quand même comptés en inclusion scolaire. Il serait tellement simple de dire que tout enfant est scolarisé. Tout enfant est scolarisé. On voit qu'on n'a pas passé le pas. Alors, force est de constater ainsi que, compte tenu d'une difficulté d'adaptation, et je ne juge pas, là aussi je constate, difficulté d'adaptation des méthodes, des supports à la diversité des besoins, des itinéraires, des projets, eh bien, il y a des compensations, des accessibilités qui ne se sont pas encore faites, si bien qu'il y a des enfants qui sont en inclusion côté jardin et en exclusion côté cours. Hein. Et faute de données officielles, le réseau, je me réfère au réseau de l'UNAPI, qui a enquêté auprès de 38 associations qui représentent plus 3 600 enfants de 3 à 16 ans. Et, eh bien, résultat, 13% n'ont aucune heure de scolarisation par semaine, 38% ont de 0 à 6 heures, 30% entre 6 à 12 heures, 19% ont plus de 12 heures. Et en juillet 2025, 65% de ces enfants ne disposaient pas de numéro identifiant national élève, qui est un signe, hein, qui est attribué pourtant à chaque enfant scolarisé. Et par ailleurs, 4 400 enfants figurent sur liste d'attente, soit davantage que ceux effectivement accueillis. Donc il y a là, à ce moment de l'anniversaire, je l'ai dit, il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. L'après exige qu'on se tourne de manière aussi avec un regard très qualitatif sur ce qui est fait. Et le rapport de la Cour des comptes de septembre 2024, qui était intitulé L'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap, avait alerté sur ce point. Disons-le ainsi, mes amis, faire de l'inclusion n'est pas être inclusif. On peut mettre dedans, mais le dedans peut rester sous une forme d'exclusivité. Alors, la vision inclusive recèle, et je marque le pas à ce moment, une dimension métaphysique. Je l'ai dit, parce que ça renvoie au sens de la vie des humains et au fondement de leur cité. Ça renvoie à ça. Et cette vision se voit vidée de sa substance par un usage viral du mot inclusion. Hein. Et ce mot est particulièrement gênant d'ailleurs, dans la mesure où il renvoie à un enfermement. Includere en latin, ça veut dire mettre dedans et enfermer. Hein. Donc nous ne voulons pas ça. Au contraire, nous ne voulons pas fermer et enfermer, mais ouvrir la société à tous. Alors, j'insiste encore là-dessus parce que c'est au cœur de la loi. L'objectif nodal, c'est l'aménagement équitable de la cité. De la cité avec le principe d'équité et le principe d'universalité des droits. Hein. Et c'est inséparable de l'égalité des droits parce que cette vision est réfractaire à tout privilège. Mais elle n'est pas uniformisante, elle n'est pas sélective et elle ne suppose pas du tout une assignation à l'intérieur. Je pourrais le dire ainsi, cette visée inclusive nous amène à penser qu'une société, dans le sens premier du terme, est inclusive ou n'est pas une société. Une société ne peut être inclusive. Societas, en latin, c'est alliance, coopération, union entre des êtres qui partagent un destin commun. Voilà ce que veut dire societas, en latin. Eh bien, elle est inclusive ou n'est pas une société, ou alors elle se vide de son sens et devient une machinerie imperméable à la diversité des humains qui la composent. Parmi les objectifs prioritaires, donc, je fais de l'éducation un objectif prioritaire. À mes yeux, il a été annoncé, mais il n'a pas véritablement pris corps par des moyens à la hauteur de l'ambition édictée par la loi. Deuxième priorité, pour que comment dire, que la loi soit transcrite dans les actes, c'est la formation. La formation qui mériterait de figurer parmi les obligations applicables à toute profession.
Je dis bien à toute profession. La formation initiale et continue, pardon, constitue un outil de cohérence et d'adaptation de la société. La formation des professionnels, c'est une force progressiste qui permet de modifier en profondeur les pratiques, qui ne requièrent pas simplement un engagement individuel, un humanisme, bien sûr il en faut, mais aussi des savoirs avérés. Et dans tout domaine, mes amis, si vous êtes attentifs comme vous l'êtes à ce qui se dit, beaucoup de personnes disent, moi je suis éthiquement d'accord avec tout ça, je ne sais pas faire, j'ai peur de nuire. Je ne me suis jamais trouvé confronté à cette question. J'ai peur d'intervenir, je ne sais pas, sur le plan dentaire, pour une enfant avec des troubles du spectre de l'autisme qui va mal réagir à l'intrusion des appareils. Je suis très gêné dans la classe parce que j'ai un enfant, et j'utilise ce terme contre mon gré, hein, en inclusion scolaire qui était refermé sur lui-même, très stéréotypé, je ne sais pas quoi faire avec lui. Oh, voilà. Les professionnels se sont impréparés. Se sont impréparés en tout domaine. Le soin, la justice, le tourisme, les loisirs, les espaces bâtis, l'aménagement, l'urbanisme, le transport, les médias, le monde politique aussi, bien sûr, auquel on donne mandat de nous représenter. Puisque c'est cela. Hein. Eh bien, je crois que cette formation, si on s'en passe, elle n'est pas indemne de lourdes conséquences. Or, dans notre culture, on a souvent confondu les genres, on confond sensibilisation, information et formation. Sensibiliser, c'est rendre sensible, c'est ouvrir les pores de la peau. C'est bien, mais ça ne suffit pas du tout, c'est de l'émotion, c'est des larmes parfois, mais ça s'oublie. Formation, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et on est donc face, en tout secteur, et les professionnels le disent, les études le montrent, face à une injonction paradoxale, contribuer activement à faire de votre lieu professionnel ou autre un lieu inclusif, apporter des réponses ajustées à une singularité de profil, mais sans qu'on vous offre une formation digne de ce nom. D'où la difficulté à mettre la question du handicap dans notre quotidien. Je l'ai dit, ce n'est pas une question marginale. Le handicap, c'est d'y voir quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes hélas toutes très ordinaires. Cessons d'y voir des gens différents. Nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents. C'est ce qui signifie l'humanité. Donc, remettre cette question dans l'ordinaire de nos vies sociales et dans l'ordinaire de notre quotidien professionnel. Comment un jeune enseignant que l'on prépare à la tâche est-il prêt à recevoir un enfant avec des difficultés tout à fait singulières s'il n'est pas un minimum préparé sur le plan personnel, professionnel, de la stratégie pédagogique, didactique, de la temporalité? Comment peut-il faire? Comment peut-il faire? Simplement, voilà. Et donc, il dit, c'est pas mon travail. Donc, il transforme la ESH en pédagogue, ce qu'elle n'est pas, ce qu'il n'est pas, ou pense que cet enfant serait mieux ailleurs, y compris quand il n'y a pas d'ailleurs. Donc, l'effectivité d'une loi, mes amis, exige des moyens alloués, des dispositions appropriées, c'est vrai, mais il réclame une action éducative et formative volontariste. Et on regrette à cet égard un manque de cohérence et d'anticipation du législateur. La politique, c'est la science des affaires publiques, c'est un savoir. C'est un savoir sur les finalités, où on veut aller et vers quoi aller pour améliorer la vie de la cité. Or, on attend qu'elle se fasse éducative, la politique aussi, pour édifier une société humaine de raison destinée à combattre les pratiques sociales qui, de manière plus ou moins larvée, négligent ou marginalisent certains de nos citoyens. Autre question que je pose, c'est aujourd'hui, partant, les fondamentaux. On semble d'accord, ils sont louables, ils sont pertinents. Mais il y a des mais, et on ne peut pas passer à côté, si on veut faire une analyse objective. Alors,
la question qui se pose, est-ce qu'il faut une nouvelle loi? Vous savez qu'un de nos nombreux premiers ministres avait, en 2024, invité les parlementaires à envisager dans une démarche transpartisane, hein, savourez le terme, transpartisane, une nouvelle loi. Et je rejoins, en tout cas à titre personnel, un avis très largement partagé. Je ne crois pas qu'il faille concevoir une nouvelle loi. Je ne crois pas. Ça ne servirait pas à grand-chose. Il vaut mieux se pencher sur celle qui est encore en vigueur, en se disant qu'il il faut mettre les moyens à l'œuvre pour pouvoir l'appliquer et mettre surtout les politiques sociales en conformité avec le contrat que nous avons souscrit. Nous avons souscrit un contrat, je l'ai dit, loi et convention internationale. Alors, dans un pays comme le nôtre, qui est fier de son héritage philosophique, de ses lumières, de sa révolution, de la Déclaration des droits de l'homme, eh bien, il nous faut nous mettre à la hauteur. J'ai cité ces rappels à l'ordre que nous avons du côté du Conseil de l'Europe, de l'ONU aussi, et de la Défenseur des droits. Je reviens. Donc, il n'est peut-être pas utile de revenir là-dessus, sur la loi. Et puis une loi, après tout, c'est pas un aboutissement, c'est une pierre apportée à un édifice qui est fait de matériaux altérables qui sont toujours à construire et à reconstruire. Alors c'est toujours à parfaire, hein. Mais peut-être faut-il penser que la loi de 2005 est une étape sur la voie qui conduira à la suppression de ce type de texte particulariste. Je dis bien, comme je ne compare pas, mais d'autres pays l'ont fait. Si on considère que le temps est venu du droit commun où chaque texte sera assorti des adaptations que requièrent des citoyens en situation de handicap. Et donc, c'est des lois de droit commun, et c'est aussi le sens d'une vision inclusive qui conjugue le singulier, c'est-à-dire ce qui touche certaines personnes, et puis l'universel. Singulier, universel, le divers et le commun, hein. Alors, il y a une circulaire de 2012 qui qui laissait présager cela. Je crois qu'elle était due au Premier ministre Ayrault, hein, qui disait que dans chaque loi, il devait figurer des dispositions spécifiques en termes de handicap, mais qui devaient être assorties à chaque texte de loi de la République. Eh bien, je crois que c'est la voie qui se dessine. Des lois pour tous, sur l'éducation, sur le travail, sur tous les domaines, les morceaux de la mosaïque sociale, et en même temps, une proposition d'accommodement plus singulier pour des personnes qui le requièrent. Peut-être sortons d'un système de loi particulariste. Je conclus en passant sur ce que je pourrais aussi vous dire. Il y a des concepts, on en discutera, qui accompagnent la loi et qu'il nous faut peut-être nous garder de considérer comme des absolus. Je pense à la question des institutions. Vous voyez, ce qu'on appelle la désinstitutionnalisation, un nom très difficile à prononcer, long un peu comme un jour sans avec trop de peine, et je pense aussi au mot autodétermination, je pense au mot autoreprésentation, autant de termes de transformation de l'autre qui accompagnent tout ce mouvement, et peut-être les évoquera-t-on dans la mesure où nous devons les considérer là aussi avec prudence et bon sens. Et s'agissant de ce que j'avais prévu en terminant, c'était interroger notre usage du terme handicap, sachant que les mots, c'est comme nous, ils vieillissent, ils s'usent, ils s'émoussent, ils perdent quelquefois leur sens, ils peuvent devenir péjoratifs. Serait-il le moment, comme dans un rite de passage où il y a changement de nom, quelquefois, des initiés, qu'on réfléchisse à l'usage qu'on fait de ces mots, et notamment celui de handicap? Voilà, je m'arrête là puisque le temps l'exige. Je vous remercie.
Alors, Monsieur Gardou, on entend souvent qu'il faut rendre visibles les personnes en situation de handicap, mais l'objectif n'est-il pas de rendre invisible le handicap qui serait le gage d'une véritable inclusion? C'est très paradoxal. En fait, on dit les personnes, quelquefois, on peste contre l'invisibilité des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire par le manque de reconnaissance, hein, par le manque de reconnaissance des personnes en situation de handicap. Mais en fait, c'est vrai que ne plus voir cette singularité, ou la difficulté d'une personne, ou les manques, c'est aussi le signe qu'on a appris à vivre avec nos fragilités communes. Je pense que là, le mot invisibilité n'a pas le même sens dans les deux registres. Alors, il y a une autre question, mais alors je vais la résumer parce qu'elle est un petit peu longue. Une société inclusive est une société sans privilèges, sans exclusivité ni exclusion. Et donc, une personne qui s'indigne, en fait, hein, du nombre de personnes qui restent sans solution, avec des aidants qui s'épuisent. Et la question est, la France ne respecte pas la convention de l'ONU qu'elle a ratifiée en 2007. Qu'en pensez-vous? Vous en avez un peu parlé dans votre propos. Oui, on a été rappelé à l'ordre, voilà. Je pense qu'il nous faut éviter, comment dire, de nous battre trop la coulpe, parce que nous sommes un très beau pays, très digne, avec beaucoup de créativité. Beaucoup de pays nous envient par rapport à la solidarité située à travers la sécurité sociale, etc. Tout ça, il faut qu'on en soit conscient, hein, et qu'on ne le passe pas par perte des profits. En même temps, sur ce thème particulier du handicap, nous ne sommes pas les premiers de la classe. Nous ne sommes pas les premiers de la classe. Pourquoi? Alors, il y a un facteur explicatif. Non pas parce que nous sommes plus mauvais que les autres, mais parce que dans la culture qui est la nôtre, qui force l'admiration hors frontières, sa capacité de concevoir des textes, de conceptualiser tous les courants philosophiques qui l'ont traversé, le mouvement des Lumières au XVIIIe siècle, c'est fort. Et ça a inspiré beaucoup dans le monde, hein. Et en même temps, il y a un revers à ça, à cette médaille-là, c'est qu'on manque de pragmatisme. Pour vous donner un exemple précis, on a été les premiers de la classe pour signer la Convention de l'ONU. 2006, 2007, on l'avait déjà signée. Et on l'a ratifié très vite, en se disant, mais on le fait déjà. Non, on le disait déjà. On l'avait déjà écrit, c'est vrai, mais on ne le faisait pas déjà. Et des pays beaucoup plus pragmatiques, des cultures plus pragmatiques, comme des pays nordiques ou l'Allemagne même, eh bien, l'ont ratifié beaucoup plus tard, après s'être assuré de ce qu'elle pouvait en faire concrètement. Vous voyez? Mais ça, ce n'est pas des comparaisons hiérarchiques que je fais, hiérarchisées. C'est que les cultures nous façonnent et nous donnent une manière de concevoir les choses. Et nous, pour résumer, on a tendance à penser que ce qui est dit est fait. Et c'est ce qui nous a joué un mauvais tour sur la loi. Mais je pense qu'on est, on est tous sculptés par cette culture qui nous a fait, et qu'on a beaucoup de travail à faire pour s'en départir et pour se redire, non, ce qui est important, voilà, c'est cette mise en acte face à des situations concrètes qu'il exige. En attendant, je réponds à une question qui m'a été envoyée. Là aussi, c'est très culturel aussi. Quand on dit ça, ça peut être très mal interprété en disant toujours il y a des reproches à faire. Non, laissons tomber ça. Non, tout ça, c'est culturel. On a du mal aussi, la question renvoie à ça, à la question de la compassion. On est encore dans la compassion, mais c'est toute la tradition de notre culture, ça. Des premiers pas de l'ère chrétienne jusqu'à bien plus tard, c'est l'idée de compassion. Oh, les pauvres! Alors, c'était l'aumône, c'était les lieux d'hospitalité, c'est ce qu'on appelle l'agapé, c'est-à-dire cette vision de l'autre, le pauvre. Et vous voyez, dans les textes sacrés, il y avait l'idée que le pauvre, c'était aussi l'image de Dieu, il y avait la rédemption par la souffrance. Tout ça, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de culture. Et c'est une culture marquée par la compassion, très marquée par la compassion. Et là, 2005, qu'est-ce qui met en premier pas? Le droit. Le droit. Alors, je ne suis pas de ceux qui pensent que les attitudes charitables
sont à bannir. Ce que je dis, c'est que, comme je l'ai exprimé peut-être tout à l'heure, que des miettes de pitié ne remplacent pas la justice et le droit. Voilà, c'est ça. Et donc, on bascule culturellement. On a des bascules culturelles à faire, elles ne sont pas commodes. Elles ne sont pas commodes. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas certaines choses tout à fait remarquablement.